Quelque part dans l'espace, des scientifiques détectent quelque chose. Un astéroïde qui se dirige droit sur la Terre. 100% de probabilité d'impact. On était pile sur sa route. L'astéroïde se déplace à une vitesse prodigieuse. Mais on ignore l'endroit et l'heure de sa chute et son potentiel de destruction. La nouvelle est annoncée dans le monde entier. On a reçu un message d'alerte. On a entendu boum, boum, boum. En plein cœur du désert de Nubie, des chercheurs se lancent alors dans une véritable chasse au trésor. Si on se perd, on risque la mort. Ce qu'ils découvrent va fournir des informations précieuses pour l'avenir, car une telle collision se reproduira forcément. La gare numéro 6, en plein désert soudanais. L'astronome Muawiya Shaddad et son chauffeur sont pris dans une tempête de sable. Ces tempêtes surviennent sans prévenir et peuvent durer plusieurs jours. La visibilité est réduite. Le sable fouette le moindre centimètre de peau découverte. Dans ces conditions, on évite généralement de sortir. Mais un astéroïde s'est écrasé non loin et Muawiya Shaddad veut en récupérer les fragments avant qu'ils ne soient recouverts par le sable. C'est pour cela qu'il jalonne la zone tant bien que mal. L'incroyable enchaînement d'événements qui l'a conduit ici a débuté il y a quelques semaines. Octobre 2008. L'astronome Richard Kowalski est en route pour l'observatoire du Catalina Sky Survey sur le mont Lemmon en Arizona. Je suis arrivé à l'observatoire et dès qu'il a fait assez nuit, j'ai mis le télescope en station. La mission du Catalina Sky Survey est de traquer les astéroïdes potentiellement dangereux. L'observatoire fait partie d'un réseau mondial de surveillance qui compte de nombreux télescopes. Chaque nuit, on passe au crible la plus grande étendue de ciel possible à la recherche de NEO. Ce sont des astéroïdes et des comètes qui s'approchent de l'orbite terrestre et risquent d'entrer en collision avec nous. Les dinosaures ont disparu parce qu'ils ne surveillaient pas les astéroïdes. On préférait éviter de finir comme eux. Mais la tâche est gigantesque. L'ensemble du réseau ne peut couvrir que 5% du ciel chaque nuit. L'ordinateur du télescope divise l'espace en secteurs. Il y a une part de chance quand on choisit tel ou tel secteur, même si on essaie de procéder de façon systématique. Cette nuit-là, Richard Kowalski est chanceux. J'ai braqué le télescope de façon à prendre 4 photos d'une zone située entre Andromède et les Poissons. On prend une première photo de la zone, puis une seconde, 15 minutes plus tard. Ensuite, le logiciel superpose les clichés. Étant donné que les étoiles sont fixes, tout objet en mouvement apparaît clairement. La première observation a été effectuée vers 22h30. C'était un objet, pas un rayon cosmique ni un bruit généré par la caméra, j'en étais certain. Richard Kowalski vient de détecter un astéroïde. La plupart de ceux qu'il repère ne représentent aucun danger. Mais mieux vaut vérifier. À première vue, il n'avait rien de particulier. J'ai juste signalé au Minor Planet Center que j'avais trouvé un NEO. Après avoir envoyé toutes les informations, Richard Kowalski se remet au travail. 3 heures plus tard, à Boston, Tim Sparr, le directeur du MPC, le Minor Planet Center, se réveille. J'ai l'habitude de vérifier mes mails dès que je suis levé. Je me fais un café et je regarde ce que les ordinateurs du centre ont reçu.
Ce matin-là, j'ai vu qu'un objet avait été découvert par le Catalina Sky Survey. Mais cet objet n'est pas comme les autres. Les ordinateurs ont tourné toute la nuit sans parvenir à calculer l'orbite de l'astéroïde. Tim Sparr se met au travail. J'ai mis un peu de temps avant d'obtenir son orbite. J'avais à peine rentré les données qu'un message s'est affiché sur l'écran. Objet en approche étroite, avec la distance par rapport à la Terre. Elle était inférieure à la taille de la Terre. Ça devenait franchement intéressant. D'après ses calculs, l'astéroïde va entrer en collision avec notre planète. A-t-il pu se tromper? Conformément au protocole, il contacte le spécialiste mondial de ce type de calcul, Steve Chesley, du Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie. Si un objet se rapproche dangereusement de la Terre ou qu'il y a un risque de collision, c'est l'homme de la situation. Ce n'est pas tous les jours que je reçois un coup de fil du directeur du centre en dehors des heures de travail. Il m'a dit, un astéroïde se rapproche, il est sur une trajectoire de collision. Je suis allé droit au but. Steve, il y a un truc qui va heurter la Terre. Il m'a répondu, pour de bon? Oui. D'accord, je m'y mets. Et je lui ai envoyé les coordonnées. J'avais hâte d'arriver au bureau pour vérifier. Au laboratoire, Steve Chesley entre les données dans son ordinateur. Les détails de l'orbite de l'objet apparaissent clairement. Il se dirige droit sur la Terre. Je n'avais jamais vu ça, même en simulation. Le chiffre s'est affiché, 1,0000100% de probabilité d'impact. On était pile sur sa route. Il calcule alors la vitesse de l'astéroïde, ainsi que le jour et l'heure estimée de l'impact. Le géocroiseur fonce vers nous à 45 000 km/h et entrera dans l'atmosphère terrestre dans seulement 12 heures. C'est la première fois de l'histoire que l'on repère et que l'on suit un astéroïde sur une trajectoire de collision avec la Terre. Où va-t-il tomber? Une fois sa trajectoire établie, on détermine l'heure à laquelle il sera à une altitude donnée et l'orientation de la Terre à ce moment-là. Puis on cherche ce qu'il y a à la verticale de cet endroit. Il s'est avéré que c'était le nord du Soudan, pas très loin du cours supérieur du Nil. Le géocroiseur se rapproche de plus en plus. D'après les calculs, il tombera à 5h46, heure soudanaise. À des milliers de kilomètres de là, au Soudan, les gens ne se doutent pas que dans 12 heures, leur pays va être touché par un astéroïde. Quelle sera la violence de l'impact? Il y a 65 millions d'années, la chute d'un astéroïde de 10 km de diamètre a transformé à jamais le visage de notre planète. Les débris de l'impact ont provoqué un bouleversement climatique et par la suite l'extinction de 70% de toute forme de vie, dont les dinosaures. Un événement similaire s'est produit beaucoup plus récemment. En 1908, un astéroïde de la taille de la Maison Blanche a explosé au-dessus de la Sibérie, détruisant une forêt 2 fois plus étendue que New York. Un siècle plus tard, la Terre est une nouvelle fois menacée par un géocroiseur. Les conséquences de sa chute pour le Soudan dépendent essentiellement de sa taille. La nouvelle se répand parmi les astronomes du monde entier. On a contacté les astronomes et on a continué à surveiller sa progression et sa trajectoire en compilant les centaines d'observations qui nous parvenaient. En se fondant sur les variations de luminosité de l'objet, un groupe de chercheurs crée un modèle informatique de sa forme et de sa vitesse de rotation.
Désormais, l'astéroïde peut être visualisé. On lui donne même un nom, TC3. Et finalement, le Soudan aussi est averti. À l'université de Khartoum, Muawiya Shaddad est une des premières personnes à être prévenue. Ça aurait pu se produire n'importe où, et c'est ici que ça tombe. Il vérifie les coordonnées afin de localiser l'endroit où l'impact doit avoir lieu. Heureusement, c'est une zone en plein désert dans le nord du pays. Malgré tout, des gens y vivent et il ne va pas être facile de les prévenir. C'est une région isolée. Il n'y a pratiquement pas de moyens de communication. Ailleurs, les gens ont un mobile. Il y a Internet. Mais là-bas, ça n'existe pas. C'est un monde complètement différent. C'est impossible. Les Soudanais continuent donc d'ignorer la menace qui pèse sur eux. Mais d'autres sont mieux informés. Non loin du Soudan, un 747 de la compagnie KLM relie Johannesburg à Amsterdam. Les pilotes reçoivent une communication inquiétante. On a reçu un message d'alerte. Ron m'a tendu le message. J'ai commencé à le lire et je me suis dit, c'est vraiment extraordinaire. Je n'ai jamais entendu qui que ce soit prédire la chute d'un astéroïde sur Terre. En plus, il était tout près. Averti de la collision imminente, le centre de communication de la compagnie les prévient à son tour. Le message précisait « Vous devriez l'apercevoir à plus de 1000 milles nautiques de distance ». Ça voulait dire qu'il était gros. Dans le cockpit, les pilotes baissent les lumières et surveillent le ciel. Pendant ce temps, aux États-Unis, Tim Spar tente de répondre à une question cruciale. Quelle taille fait TC3? Quels dégâts peut-il faire? Ses calculs s'appuient sur la luminosité de l'objet. Comme je l'espérais, c'est un petit chiffre qui est apparu. S'il avait fait 500 mètres, j'aurais été catastrophé. L'astéroïde fait la taille d'un camion et pèse 80 tonnes. Il ne provoquera pas d'extinction massive, mais il est assez grand pour faire beaucoup de bruit. Dans l'espace, les satellites sont braqués sur la zone d'impact. Sur les lieux mêmes, Issa Ali Hassan cherche un coin où nourrir ses chameaux. TC3 arrive presque exactement à l'heure prévue. Il a tourné pendant des millions d'années, mais son voyage va bientôt prendre fin. On a regardé à l'extérieur et au bout de 40 secondes, on a vu le ciel s'illuminer comme si quelqu'un avait brusquement allumé la lumière. Juste après la prière, il y a eu une explosion de lumière. Et pendant 3 ou 4 minutes, on a entendu boum, boum, boum. TC3 entre dans l'atmosphère terrestre à une vitesse de 12 km/s. Le phénomène de friction génère une température aussi élevée que celle du Soleil. Il commence à se désagréger, puis explose avec la puissance d'une petite bombe nucléaire. Heureusement, il n'a pas percuté la surface de la Terre. L'explosion a eu lieu à une telle altitude qu'il n'y a eu aucune victime. Un témoin a même eu le réflexe de filmer le panache de fumée avec son téléphone mobile. Les satellites ont eux aussi tout enregistré. C'est la première fois de notre histoire qu'un géocroiseur a été suivi depuis le moment où il a été détecté jusqu'à celui de l'impact. Je pensais ne jamais voir ça de toute ma carrière. Je ne croyais pas qu'on découvrirait un objet qui percuterait la Terre un jour ou une semaine plus tard. Pourtant, cela pourrait parfaitement se reproduire.
Dans notre système solaire, des millions de petits corps célestes tournent dans la ceinture principale entre Mars et Jupiter. Ils sont encore plus nombreux dans la ceinture de Kuiper, au-delà de l'orbite de Neptune. À l'intérieur de ces ceintures, les collisions sont fréquentes. À tout moment, un astéroïde peut subir la force d'attraction de Jupiter et dévier sur une orbite qui, des millions d'années plus tard, l'amènera sur une trajectoire de collision avec la Terre. Découvrir la composition de ce type d'objet et calculer leur densité est capital pour tenter de nous en protéger. Après l'explosion de TC3, l'astronome Peter Jenniskens est décidé à tout faire pour récupérer des fragments appelés météorites. C'était l'occasion de ramasser des météorites provenant d'un astéroïde observé directement alors qu'il se rapprochait de nous. On sait à quoi TC3 ressemblait avant de se désintégrer. Les fragments recueillis aideront les spécialistes à établir la composition d'autres astéroïdes. Mais en reste-t-il? Je ne connaissais rien de la situation dans le pays. Je ne savais pas si je pouvais me rendre à Khartoum et dans la zone d'impact. Peter Jenniskens prend contact avec le professeur Muawiya Shaddad. Celui-ci a déjà prévu une expédition avant que les fragments ne disparaissent dans les sables du désert. Sans hésitation, il a dit qu'il voulait se joindre à nous. J'ai trouvé ça très courageux de sa part. J'appréhendais beaucoup ce voyage au Soudan. Je n'étais pas sûr qu'on réussisse, mais il fallait le faire. Quelques jours plus tard, à Khartoum, les deux hommes unissent leurs forces afin d'organiser une expédition dans le désert. Je ne savais pas quels vêtements prendre, s'il fallait emporter beaucoup d'eau, s'il ferait chaud ou froid dans le désert. Je ne savais rien. Chargés de tout le nécessaire pour une mission de 6 jours, ils quittent la capitale soudanaise pour le désert de Nubie, une des régions les plus reculées d'Afrique. Il leur faudra 2 jours pour rallier leur destination sous un soleil de plomb et dans la poussière. Ils suivent scrupuleusement les coordonnées fournies par la NASA, indispensables dans cette zone immense et déserte. Plus ils se rapprochent du but, plus ils croisent de témoins de l'événement. Un astéroïde a explosé dans le ciel, à gauche de la gare numéro 6. Vous l'avez vu? On a été réveillés par une grande boule de lumière blanche. Ça nous a fait peur. On a cru que c'était le jour du jugement dernier. On a compris que c'était grave et on est tout de suite rentré dans la maison. À 550 km de Khartoum, la route s'arrête. Devant eux s'étendent des centaines de kilomètres de sable, traversés par l'unique voie de la ligne de chemin de fer. La zone de recherche est immense et les chercheurs ne savent pas s'ils parviendront à retrouver des fragments de météorites. En route, ils sont rejoints par un groupe de 50 étudiants de l'université de Khartoum, venus les aider dans leur chasse au trésor. Ils ne seront pas de trop. L'expédition se dirige vers la gare numéro 6. Perdue en plein désert, elle est proche de l'endroit où l'astéroïde a explosé. Ce sera le camp de base. Peter Jenniskens se met immédiatement au travail. Il tente de déterminer l'altitude exacte de l'explosion en se fondant sur les images du panache de fumée prises avec un mobile. D'après ses calculs, l'objet s'est désintégré à 37 km au-dessus du sol. Je me souviens m'être dit qu'on n'avait jamais récupéré de fragments après une explosion aussi haut dans le ciel.
les chances de découvrir des éclats de TC3 semblent se réduire encore. Pendant la nuit, une tempête de sable s'est abattue sur la gare numéro 6. L'expédition se prépare tout en sachant qu'une sortie est inenvisageable. Ce phénomène météorologique se déclenche presque à l'improviste et est extrêmement dangereux. L'équipe ne dispose que de 6 jours de nourriture. Perdre une journée à cause d'une tempête est un contretemps fâcheux, d'autant que la situation n'a pas l'air de s'améliorer. C'est impossible d'entamer les recherches. Mais le facteur temps est essentiel. Muawiya Shaddad décide d'aller au moins jalonner la zone afin que les étudiants trouvent facilement le secteur dès qu'il y aura une éclaircie. Les scientifiques sont inquiets. Les éventuels fragments qui ont résisté à l'impact ne vont-ils pas être emportés par la tempête? Ce matin au réveil, j'étais plein d'enthousiasme. Aujourd'hui, on va trouver un tas de météorites. Et puis regardez, c'est terrible. J'ai peur que le vent et la tempête très violente n'effacent les traces des impacts. Beaucoup de mini-cratères vont disparaître. L'attente est éprouvante. Après des heures interminables, le vent tombe enfin. Les recherches peuvent commencer. Le moindre fragment pourra aider les scientifiques à trouver le moyen de nous protéger lors de prochaines collisions. Chercheurs et étudiants avancent le long de la voie ferrée dans la zone située sous la trajectoire de TC3. Espacés d'une vingtaine de mètres sur une ligne d'1 kilomètre, ils cherchent tout morceau de roche un tant soit peu bizarre, ainsi que les mini-cratères qui marquent leur point d'impact dans le sable. On ne pourra pas travailler plus de 2 heures aujourd'hui. J'espère quand même entendre quelqu'un crier « Ça y est, j'en ai une !» Ça me remonterait le moral. Ce jour-là, ils font chou blanc, mais chacun a pu se rendre compte de l'ampleur de la tâche. Le lendemain, Muawiya Shaddad est impatient de se remettre au travail. On part tôt parce que le vent risque de se lever de nouveau vers 10 heures. Ce serait la catastrophe, comme hier. Mais le ciel semble dégagé et tout le monde veut être le premier à trouver une météorite. Muawiya Shaddad a prévu de couvrir un secteur de 10 km² par jour. Les étudiants ont hâte de se mettre en route. Le problème, c'est qu'aucun d'eux n'a jamais vu de météorite. Dès qu'il tombe sur un caillou noirâtre, il nous appelle. Et comme il forme une ligne d'1 kilomètre de long, on passe notre temps à courir d'un bout à l'autre. La chasse aux météorites dans le désert exige de la concentration et de très bonnes jambes. Après des heures et de nombreuses fausses joies, enfin une pierre noire caractéristique est repérée. Qui l'a trouvée? Félicitations. J'ai tout de suite su que c'était une météorite. Elle avait une croûte de fusion magnifique. Je n'arrivais pas à y croire. Je prends en photo la météorite et ses coordonnées. Comme ça, on aura sa position. Je prends aussi la personne qui l'a trouvée. Si on perd la moindre information, au moins, on saura qui a eu cette chance. À présent, ils savent qu'ils sont sur la bonne piste. Ils en ont bientôt la confirmation. On en a une autre dans le groupe 4. Dans le groupe 4? Oui, c'est ça. On arrive. C'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin. La zone est immense, mais c'est bien parti. Qui l'a trouvé?
On reconnaît une météorite à la pellicule noire qui la recouvre, appelée croûte de fusion. Elle se forme sous l'effet de la chaleur extrême générée lors de l'entrée dans l'atmosphère terrestre. Ça, c'est un fragment d'astéroïde, quelque chose qui vient de l'espace. La NASA dépenserait énormément d'argent pour apporter sur Terre un échantillon de corps céleste. Énormément d'argent. Et ce serait très difficile. Si elle lançait une mission pour aller prélever un fragment sur un astéroïde, elle n'en rapporterait pas plus d'1 gramme. Alors ça vaut toute la peine qu'on s'est donnée. Ils ont déjà un certain nombre de météorites, mais les deux astronomes veulent en trouver d'autres afin de dresser le portrait le plus complet possible de l'astéroïde. On pourrait mettre les bouchées doubles et descendre plus au sud. La journée du lendemain commence tôt. Cette fois, la battue doit commencer 800 mètres plus au sud. Mais ce n'est jamais facile de se déplacer dans le désert, surtout en bus. Malgré tout, la stratégie s'avère payante. Ils trouvent une quantité incroyable de météorites très différentes des précédentes. Certains fragments sont friables et fragiles. Là, d'autres sont très compacts. C'est génial. Ça voudrait dire que ces fragments proviennent de couches différentes de l'astéroïde. Apparemment, TC3 était un mélange de plusieurs matières, dont certaines sont complètement inconnues de Peter Jenniskens. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est? À vous de me le dire, je n'en sais rien. Ça ressemble à une météorite à cause de la croûte de fusion, mais elle a des reflets verts. On a vu des trucs bizarres, mais ça, c'est le pompon. Morceau par morceau, les deux hommes parviennent à reconstituer une image de l'astéroïde TC3, un corps céleste très particulier. Plus tard, réfugiés dans le minuscule magasin de la gare numéro 6, ils découvrent une autre pièce du puzzle. Initialement, on avait concentré nos recherches dans une zone d'1 kilomètre au-dessus de la ligne de chemin de fer. La plupart des fragments ont été retrouvés légèrement à l'écart de la trajectoire prévue de l'astéroïde. Aujourd'hui, on a retrouvé la plupart des météorites au sud de la voie. Si on veut en ramasser le maximum, il va falloir fouiller la zone où elles sont les plus nombreuses. L'astéroïde a peut-être dévié d'1 kilomètre vers le sud. Pourquoi? La NASA s'est-elle trompée dans ses calculs? Ce secteur est au milieu de sa trajectoire. C'est ici qu'on a retrouvé le plus grand nombre d'échantillons. Numéro 219. On est en plein dedans. Tous les fragments sont tombés entre ici et la ligne de chemin de fer. On a du mal à garder le rythme. Plusieurs étudiants attendent déjà. Je file au numéro 220. Ils ont déjà trouvé des dizaines de météorites, mais à présent, les trouvailles se font plus rares. Peter, on est à 3 km 500 et on en trouve de moins en moins. D'accord. Pouvez-vous demander aux étudiants de continuer encore sur 500 mètres, qu'on soit bien certain qu'il n'y a plus rien? L'expédition touche à sa fin, mais elle a soulevé un certain nombre de questions. De retour à l'université de Khartoum, Peter Jenniskens et Muawiya Shaddad vont tenter d'y répondre. Ils commencent par mesurer le poids et la densité de chaque échantillon.
4,41 g. Un calcul approximatif montre que certains ont une densité plus faible que celle de la craie. Mais leur composition n'est pas homogène. À chaque fois que j'en ouvre un, c'est Noël. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Regardez ça. De toute évidence, TC3 était un objet céleste peu ordinaire. Un mélange fragile de différents types de roches. Comment a-t-il été créé? Sa composition est-elle représentative de celle des géocroiseurs que nous risquons de rencontrer à l'avenir? Les scientifiques décident d'envoyer plusieurs échantillons aux États-Unis pour les faire analyser. Les fragments de roche arrivent à l'institution Carnegie à Washington. Andrew Steele commence par étudier la composition de cet astéroïde étrange. Il n'a jamais rien vu de tel. Ça ressemble à ce qu'on aurait dans notre assiette si on oubliait son déjeuner sur le gaz pendant 2 jours d'affilée. Tout est tellement cuit qu'on ne reconnaît plus rien. À l'aide d'un spectromètre laser, l'astrobiologiste concentre ses recherches sur la teneur en carbone de TC3. La largeur du pic indique la chaleur originelle de la météorite. Ici, elle correspond à une température d'1 millier de degrés centigrades, c'est-à-dire entre 150 et 200 degrés de plus que tout ce qu'on a pu voir jusque-là. Ces échantillons proviennent du cœur de la météorite. C'est la preuve que la matière a été chauffée au moment de la formation de l'astéroïde. Andrew Steele décide de l'examiner au microscope. Il en place une quantité infime entre 2 lames de verre. C'est alors qu'il observe un détail capital. Quand j'ai ôté la lame du dessus, j'ai remarqué des traces de rayures. Or, il existe très peu de minéraux capables de rayer pour couper du verre. Le chercheur braque son microscope sur les entailles faites sur la lame. L'analyse des particules qui les avaient faites a montré qu'il s'agissait de diamants. La présence de diamants dans cet échantillon témoigne de la pression énorme et soudaine subie par la roche au moment de sa formation. Imaginez que vous soyez enterré à 6 km sous terre avec des tonnes de roches sur vous et vous aurez une idée de la pression qu'il a fallu pour produire ces diamants. On a analysé des centaines de météorites, mais on a tout de suite vu que celle-ci avait connu un événement d'une intensité cataclysmique. Les températures et la pression extrême suggèrent que l'astéroïde TC3 s'est formé à la suite d'un choc particulièrement violent. Sa composition étrange semble être le résultat de la collision de 2 astéroïdes. Est-il possible que la Terre croise de nouveau la route d'astéroïdes du même type? C'est la question à laquelle tente de répondre Janice Bishop du SETI Institute. Elle étudie la façon dont la lumière se réfléchit sur les fragments et compare les mesures relevées sur TC3 avec celles d'astéroïdes en orbite dans l'espace. Les astéroïdes sont classés selon un système fondé entre autres sur leur spectre optique. Voilà les spectres de plusieurs types d'astéroïdes. Le vert clair est celui de la météorite qu'on vient de mesurer. Le vert foncé, celui d'un astéroïde de type F. Comme vous le voyez, notre météorite est plus proche du type F. Les mesures relevées sur TC3 sont presque identiques à celles des astéroïdes de type F. Janice Bishop en conclut que TC3 était lui-même un objet de ce type. Un grand nombre de ces astéroïdes très sombres sont bien connus des astronomes. Et d'après la chercheuse, beaucoup seront similaires à TC3. Curieusement, c'est en étudiant l'orbite de ce dernier que les scientifiques ont identifié un autre corps de type F qui pourrait présenter un danger nettement plus grand. On a pu remonter jusqu'au secteur de la ceinture d'astéroïdes dont TC3 provenait. En partant de sa trajectoire à l'approche de la Terre, les spécialistes sont parvenus à déterminer son origine astronomique. Il s'agit d'un astéroïde particulier de type F, baptisé 1998 KU2.
Son étude fournit des informations étonnantes sur un nouveau danger potentiel. Il y a des millions d'années, deux énormes corps célestes se sont percutés. Parmi les nombreux fragments éjectés, TC3 a fini sur une trajectoire de collision avec la Terre. Le fragment KU2 se trouvait juste derrière, et il est probable que son orbite évolue de façon similaire. Mais KU2 mesure 2,5 km de diamètre et pourrait menacer notre civilisation. C'est pour cela qu'à l'avenir, il sera surveillé étroitement. Sera-t-il difficile de se protéger contre un tel danger? Les météorites retrouvées dans le désert de Nubie montrent que TC3 ne s'est pas comporté exactement comme prévu. Peter Yenniskens et Muawiya Shaddad ont constaté que la majorité d'entre elles se trouvaient nettement plus au sud de la trajectoire annoncée. On en a retrouvé la plupart au sud de la voie ferrée. Ce n'est pas dû au vent. Il arrive qu'ils fassent dériver les météorites de leur trajectoire, mais cette fois-là, il était très faible. Si TC3 ne s'est pas comporté comme prévu, les conséquences pour l'avenir sont évidentes. Mark Boslow est le spécialiste mondial de l'explosion des corps célestes. Il se fonde sur les données recueillies sur les NEO pour créer des modélisations d'impact. Le physicien travaille sur le superordinateur des laboratoires nationaux Sandia au Nouveau-Mexique pour tenter de comprendre comment et pourquoi certains astéroïdes explosent dans l'atmosphère avec une telle violence. On n'imagine pas la puissance de l'énergie cinétique. Mais quand un objet comme un astéroïde se déplace, la quantité d'énergie d'une tonne de matière est bien supérieure à celle d'une tonne d'explosifs. Mark Boslow a montré que la pression qui s'exerce sur les objets de faible densité au moment de leur entrée dans l'atmosphère terrestre pouvait provoquer leur désintégration. Comme ils se désagrègent, la déflagration peut être très violente, aussi forte qu'une explosion nucléaire s'ils sont de grande taille. Grâce à TC3, c'est la première fois qu'il a pu comparer ses simulations avec la réalité. On connaissait toutes les données avant la collision. Je savais que l'angle d'impact était de 20 degrés, qu'il se déplaçait à une vitesse de 12 km/400 par seconde, et j'avais une estimation de sa masse. Grâce à ça, j'ai pu simuler un événement qui s'est ensuite réellement produit. Le chercheur espère que la modélisation de l'impact permettra d'expliquer pourquoi TC3 a explosé aussi haut dans l'atmosphère et pourquoi il semble avoir légèrement dévié de sa route. Les témoins ont parlé de plusieurs explosions. On a entendu boum boum boum. Ça a fait boum 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 boum. C'était comme une sorte de pulsation lumineuse très vive. Comme les roches et les mottes de terre, les astéroïdes sont des objets complexes. Ils ont des zones dures et tendres. Ils prennent parfois une forme bizarre et se fragmentent quand ils entrent dans l'atmosphère. En réalité, ce n'est pas une seule explosion, mais une désintégration. C'est un phénomène beaucoup plus compliqué qu'on ne l'imagine. C'est parce que sa structure et sa forme étaient complexes que TC3 a généré plusieurs déflagrations successives. Et c'est parce qu'il était de faible densité qu'il a explosé très haut dans le ciel. Les analyses montrent que l'ensemble de ces facteurs ont fait dévier l'astéroïde de la trajectoire prévue. Quand on y pense, il est absolument remarquable que le JPL soit parvenu à prévoir aussi précisément l'heure de l'explosion. Et si on ignorait à quelle altitude elle aurait lieu, c'est parce qu'il ne disposait pas d'informations suffisantes. Aujourd'hui, Mark Boslow modélise des objets beaucoup plus gros mais de même composition afin de prédire ce qui se passera.
l'explosion d'un géocroiseur de type F de 40 mètres de diamètre aurait la même puissance que celle d'une grosse bombe H. TC3 a prouvé qu'il était capital de connaître la composition d'un astéroïde pour comprendre son comportement. Ce sont également des données essentielles pour mettre au point des moyens de nous protéger. David Dearborn est physicien et travaille au laboratoire Lawrence Livermore dans la banlieue de San Francisco. Il s'est beaucoup intéressé à la question. Convaincu que la meilleure méthode pour faire dévier un géocroiseur est une bombe nucléaire, il a étudié les essais réalisés dans le désert du Nevada pour calculer la puissance nécessaire. Ces essais avaient pour objectif d'établir si des engins nucléaires pouvaient trouver un usage pacifique. Depuis 40 ans, David Dearborn cherche à utiliser leurs résultats de manière constructive. Ses recherches soulignent combien il est important de connaître la composition d'un astéroïde. Certes, ceci est un oreiller, pas un astéroïde, mais il a une densité extrêmement faible. L'expérience montre la difficulté de faire dévier un objet similaire. La balle n'a pratiquement aucun effet. Elle passe à travers sans rencontrer la moindre résistance. Si on devait faire exploser un engin avec un système de détonateur par pression, on aurait du souci à se faire puisqu'il n'y a aucune pression. Ce serait beaucoup plus efficace si c'était de la terre tassée, du sable ou du gravier. Un astéroïde plus dense se comporterait très différemment. Un corps plus lourd offre une résistance certaine aux projectiles et absorbe son énergie. C'est le même phénomène qui se produirait avec un astéroïde dont la surface serait dense. Mais à l'instar de TC3, certains pourraient se fragmenter sans pour autant dévier de leur trajectoire, ce qui multiplierait le danger. Qu'il s'écrase ou qu'on le fasse sauter, la réaction d'un astéroïde dépend beaucoup des propriétés mécaniques de la roche. Est-elle friable? L'objet est-il un agrégat de débris faiblement solidarisé ou bien est-il plus compact? Les corps comme TC3 nous permettent de faire le lien entre ce qu'on observe dans l'espace et les roches qui se trouvent sur Terre. À condition de savoir de quoi un astéroïde est fait, David Dearborn est convaincu qu'il pourrait mettre au point un engin nucléaire adapté. Mais il lui faudrait du temps. Il serait peut-être plus souhaitable de faire exploser une bombe plutôt que de laisser faire la nature. C'est une technologie dont on dispose déjà. On n'aura pas besoin de lancer de grands projets de recherche pour mettre au point un nouveau type de bombe. On l'a et on sait s'en servir. En revanche, ce n'est pas le genre de choses disponible dans le commerce. Ça ne se trouve pas à la boutique du satellite. Le choix du nucléaire ne présente aucun danger. Ce serait même l'occasion de se débarrasser de quelques-unes de nos bombes en surplus. Le risque est que l'explosion ne se passe pas comme il le faudrait et que l'astéroïde se brise au lieu d'être dévié de sa trajectoire. David Morrison est un astrophysicien spécialiste des astéroïdes. Il pense que nous devrions concentrer nos recherches sur la composition des géocroiseurs potentiellement dangereux. Des objets comme Apophis, un astéroïde assez gros pour provoquer une catastrophe à l'échelle mondiale. Apophis mesure environ 300 mètres de diamètre et pourrait anéantir un pays entier en cas de collision avec la Terre. Il est intéressant parce qu'il passera très près de nous, au point d'être visible à l'œil nu en avril 2029. Et il y a une probabilité faible, mais pas nulle, qu'il repasse 7 ans plus tard et nous percute. Il faut absolument éviter cela. D'après David Morrison, nous devrions commencer à étudier sa composition dès maintenant, plutôt que d'attendre 2029 pour découvrir qu'il risque de nous percuter.
Pour savoir ce qui va se passer avec un objet comme Apophis, il faudrait envoyer un vaisseau spatial en reconnaissance qui passe tout près de lui, de manière à l'étudier de très près. Cela nous permettrait de nous préparer s'il s'avérait qu'Apophis est bien sur une trajectoire de collision avec la Terre. Mais ce qui est arrivé avec TC3 nous a surtout montré que, dans les autres cas de figure, nous n'aurons pas forcément le temps de mettre au point un plan de défense. Aujourd'hui, nous savons que nous avons les moyens de détecter et suivre les petits astéroïdes qui se rapprochent de la Terre. C'est ce qui s'est passé avec TC3. On l'a repéré, on a calculé son orbite et analysé les probabilités d'impact. La différence était qu'il se trouvait sur une trajectoire de collision. Les travaux d'analyse et l'enchaînement des événements ont démontré que nous étions capables de le faire. Grâce à TC3, nous avons pris conscience d'une chose. Le réseau de surveillance télescopique est parfaitement en mesure de repérer des objets similaires qui se rapprochent. Tous les spécialistes le savent. Des milliers de petits astéroïdes tournent dans le ciel. C'est avec eux qu'il va falloir compter. Depuis 2009, les chances de les détecter ont augmenté. Le réseau de surveillance a bénéficié de fonds supplémentaires. Désormais, les télescopes seront braqués plus longtemps sur des zones du ciel plus nombreuses. J'espère ne jamais découvrir celui qui anéantira la civilisation. Ce serait une très mauvaise journée. Mais un petit astéroïde pourrait aussi causer de gros dégâts. Clark Chapman travaille au Southwest Research Institute. Après l'épisode TC3, il pense que nous devrions envisager différemment le danger posé par les corps célestes. Depuis au moins 10 ans, mes collègues et moi, nous nous sommes surtout préoccupés des astéroïdes de plus d'1 kilomètre de diamètre. On ne pensait pas que les télescopes relativement petits du programme Space Guard seraient capables d'observer des objets de taille plus modeste. Aujourd'hui, on sait qu'ils peuvent le faire, mais uniquement lorsqu'ils sont proches de la Terre. On n'avait jamais pensé qu'on pourrait les voir alors qu'ils plongent sur la Terre. La notion de plongeon de la mort est tout à fait nouvelle dans le domaine de surveillance télescopique des astéroïdes. Selon toute probabilité, nous ne serons avertis que quelques jours à l'avance, une semaine au plus. Si un objet de grande taille devait nous percuter, on pourrait prévenir la population plusieurs jours à l'avance afin qu'elle évacue. Imaginez que ce soit le cas. Un géocroiseur de 30 mètres de diamètre fonce sur San Francisco. L'impact est prévu dans une semaine. C'est un astéroïde de type F, peut-être le grand frère de TC3, né de la même collision. Si un objet comme celui-ci explosait au-dessus de San Francisco, tout le nord de la ville serait détruit. Les ponts et les immeubles. Il faudrait tout évacuer. Pour de nombreux scientifiques, les agences de gestion des risques naturels devraient également se préparer à ce type de menace. Avertie du danger imminent, la population a évacué San Francisco et les rues sont vides. Tous les moyens sont bons pour quitter la ville. Depuis la naissance de notre système solaire, la Terre a été percutée par des astéroïdes de toute taille. Mais c'est la première fois que nous pouvons suivre ainsi leur approche. TC3 nous a appris ceci. Le jour où un petit astéroïde se dirigera droit sur la Terre, il y a de fortes chances pour que nous soyons en mesure d'avertir la population plusieurs jours ou plusieurs semaines à l'avance. Les gens pourront évacuer la zone et peut-être voir l'explosion en toute sécurité à 200 km de là. Grâce à ce système de prévention avancé, des milliers, voire des millions de vies
seront peut-être sauvés. Restez avec nous, notre programmation spéciale sur l'astronomie continue, émerveillement garanti.